Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire de cette dernière émission avant l'été, on se retrouvera à la rentrée. Les vacances, fini la cantoche, bonjour les pique-niques, les barbecues, mais ce que vous allez mitonner n'est pas seulement affaire de goût, c'est aussi affaire de culture et on va en parler avec l'invité du Grand Oral, Nora Boisoni. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, eh bien, c'est la fin de cette deuxième saison de School TV. Les programmes, ce sont ceux des chaînes 247 de Free et 217 d'Orange, les canaux sur lesquels vous pouvez nous regarder en plus de notre web TV. Et c'est pas Emma qui fera l'anti-sèche, c'est moi. Et c'est Marine Plantec aussi qui l'a préparé. L'heure de la récré, cette fois avec Emma pour une séquence qui reste un petit peu mystérieuse à cette heure en ce qui me concerne. Rendez-vous enfin avec Célie Luton. On pousse une dernière fois les portes de la librairie. Elle a sélectionné pour vos enfants 3 livres à glisser dans le sac de voyage. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Vous le savez, à la quotidienne, on attache beaucoup d'importance à l'alimentation. On a même une rubrique hebdomadaire sur le sujet, le plateau repas de Sandra Ferreira. Et avant de se dire au revoir pour l'été, on a décidé d'y consacrer une émission entière. Il faut dire que le sujet est vaste. L'alimentation, ça n'est pas seulement une affaire de cuisine. Ça raconte aussi plein de choses, des névroses, des inégalités sociales, le rapport qu'on entretient avec soi-même et avec le regard des autres, le système économique dans lequel on vit ou encore les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors pour faire le tour de cette assiette richement garnie, on a le plaisir de retrouver la journaliste Nora Boisoni. Nora, bonjour. Bonjour. Qu'on a déjà accueilli dans cette émission. On est toujours ravis de vous voir. Journaliste, autrice de plusieurs livres sur le sujet, dont Stexisme. 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 Et on était sûr. J'ai dit quoi? Stexisme. Ah, pas loin. Stexisme, mélange du steak et du sexisme, promis j'y arriverai, c'est chez Nourri Turfu, un essai absolument passionnant sous-titré « En finir avec le mythe de la végé et du viandard ». Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Vous ouvrez le livre sur cet aphorisme du gastronome Bria Savarin, mais ce qu'on mange, en fait, ça raconte bien plus que ce qu'on est. Oui, ce sera un petit peu dommage d'être réduit ou réduite à une boîte de raviolis en conserve qu'on réchauffe 1 minute 30 au micro-ondes. Ah, vous savez. D'ailleurs, en conserve, non, vaut mieux pas au micro-ondes, sinon c'est compliqué. Je sais ce que vous mangez le midi. Non, en fait, ce qu'on mange est affaire de tradition, de religion, de là où on a grandi, des déménagements successifs peut-être, où on apprend à goûter les cultures des autres. C'est affaire de croyances, c'est affaire de pensée, c'est affaire de stéréotypes et de clichés. C'est quelque chose qui est très identitaire, vraiment, en fait. C'est pour ça que, en France surtout, pays de la gastronomie, c'est toujours un petit peu... Le repas à la française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien sûr, c'est toujours un petit peu sensible comme sujet. On l'a vu l'an dernier avec la Pauline Barbecue, Sandrine Rousseau, etc. Il y a Fabien Roussel qui a pris la défense des viandards. Voilà, comme s'il fallait prendre la défense des viandards. Oui, on n'a pas besoin. Pardon. Je pense qu'ils se défendent bien tout seuls. Non, c'est vrai que c'est une affaire de... Il y a plus de choses qu'on croit dans l'assiette. C'est plus intellectuel et plus personnel que ce qu'on peut croire. Et ce qui donne donc le titre du bouquin, c'est qu'on y trouve beaucoup de sexisme. On sait que les hommes et les femmes se nourrissent différemment. Ce que vous racontez, c'est assez passionnant, c'est que c'est en partie fondé sur des croyances ancestrales et sur de la pensée magique. Oui, alors la pensée magique, c'est un concept. En gros, par exemple, vous avez une tisane au supermarché qui va s'appeler Nuit paisible. On connaît tous cette tisane qui s'appelle Nuit calme ou Nuit paisible. Elle vous dit qu'avec de la camomille et de la marjolaine, vous allez bien dormir. Pensée magique, je l'achète, donc je vais passer une bonne nuit. Un smoothie, un jus qui s'appelle Détox. Vous allez vous dire, je fais du bien à mon corps. Ça ne sert à rien. Hein. Non. Détox, ça ne veut rien dire. C'est pas du kiwi et de la spiruline qui va détoxifier. Les organes s'en chargent très bien tout seuls. Donc on se nourrit d'imaginaire et pas seulement de nutriments. Voilà, pas seulement de nutriments, exactement. En fait, les nutriments, c'est quelque chose. Et on va aussi diaboliser les nourritures. On va diaboliser le gras, on va diaboliser le sucre, on va diaboliser plein de choses. Encore une fois, c'est bien de rappeler qu'on peut manger de tout. En quantité raisonnable, etc. Ça ne veut pas se faire de mal à la santé. Sauf les fruits et légumes, on peut en manger beaucoup. Mais effectivement, la pensée magique, c'est l'idée qu'on va être ce qu'on incorpore. Donc, on va être quelqu'un de sain, de healthy, si on goûte un jus de fruits détox, etc. Les stéréotypes n'expliquent pas les pratiques, ils les justifient et les conditionnent, écrivez-vous. J'ai écrit ça, moi. Ouais, c'est vachement bien écrit. Ça s'appelle stexisme. C'est Nourri Turfu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je parle beaucoup de la publicité. Exactement. Dans mon et du livre, marketing, qui s'est emparé sans prendre de gants de pensée magique et imagination. Qui en fait, le marketing, il n'est pas là pour déconstruire les stéréotypes. Il pourrait. Ça ne l'arrange pas trop. Ça dépend lequel. Hein. Parce que c'est intéressant de vendre plus, d'être dans l'air du temps. Quand on voit les pubs, par exemple, pour les fast-food, il y a une chaîne, je pense à une chaîne de fast-food qui vend des burgers et des frites, qui va s'emparer de références culturelles qui vont aller
aller vers le rap, le foot, les jeux vidéo. Et on sait très bien quel genre de public il touche. Il touche les jeunes, il touche les jeunes urbains plutôt, et plutôt il touche les jeunes garçons, exactement. Les chaînes de tacos, c'est pareil. Donc en fait, la publicité, elle va justifier une pratique en disant toi, t'es un garçon, si tu manges beaucoup de viande, des gros tacos de 2,5 kg et que tu manges plein de frites, ça renforce quelque chose qui est l'ordre de l'imaginaire viriliste, on va dire, par exemple. C'est là où on va croiser le sexisme. Vous donnez dans le livre plein d'exemples de campagnes de publicité célèbres, parfois un petit peu anciennes. Les Frosties de Kellogg's, le tigre est en toi, ou Joker réveille votre journée, etc. Est-ce que ça continue aujourd'hui? Est-ce que l'agroalimentaire continue à essayer de vendre ce genre de avec les rêve? mascottes, notamment. Les mascottes pour enfants, il y a des pays qui veulent les interdire justement parce que ça donne envie aux enfants d'être cette petite abeille, ce petit tigre qui va manger des céréales extrêmement sucrées au petit déjeuner. Les slogans, ça fonctionne très bien. Je pense qu'on peut tous et toutes citer des slogans alimentaires. On en a 50 qui viennent en tête. On a des pubs pour des yaourts où des femmes continuent à s'en mettre sur la joue comme si c'était une crème. Vous voyez très bien l'image, je crois, de quoi je parle. Voit bien. Oui, je vois très bien ces pubs. Et les pubs où les femmes qui mangent du chocolat jouissent. Alors, c'est ça. Simplement en mangeant un carré seul sur le canapé en se touchant. Vous confessez dans le livre que ça vous arrive pas? Alors moi, j'ai jamais joué en mangeant du riz parce qu'il y a des publicités. D'accord. Pour le chocolat, vous ne répondez pas finalement. Mystère. Joker. Voilà, Joker. La journaliste Nora Boisouni dans le Grand Oral. On parle alimentation, c'est l'une de ses grandes spécialités avec les séries TV et avec la traduction de super bouquins pour les ados. On va la retrouver juste après l'Anti-Sèche. L'Anti-Sèche, vous le savez, pendant toute l'année, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. Comme c'est la dernière de l'année, c'est une actualité qui nous concerne. C'est la dernière de l'année et les programmes ne sont pas ceux de l'école, mais sont ceux de la télévision. Le best-of de la quotidienne, c'est maintenant. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nouvelle tendance Pokémon Sleep, un jeu pour mieux dormir. Elle vous racontera... Je vais essayer de m'endormir tout. Enfin bon, voilà. Pika, pika, Pikachu. Oh, qu'est-ce qu'on dit au pays? Froid? Non. Ah, geler les C'est élégant, c'est frais. J'essaye de faire la mèche de Titeuf. C'est pas mal. Pas mal. Allez, sa mèche blonde. Quoi, blanche? Oui, blond, ça marche. Non, ça va. Ah, non, mais la mèche est très bien. Ne pouviez pas manquer ce nouveau jeu qui a... Ben non. Mais non. Mais non. Pour que l'autre fasse. Quoi? Quacoubé. Vous savez faire ça, vous? Quacoubé. Nous sommes des sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Oui. Mais ça triche dans cette classe. Mais c'est dingue. Comment pouvez-vous me soupçonner? C'est le dossier du mois. de une. Du juin. Et on aime De beaucoup. juin. De juin. Voilà, on le voit, on devine. Très bien, parfait, nickel, bougez pas. Donc, tac. Et là, le prof arrive. Je fais le prof, moi. Taga, 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 taga. Ah ouais. Éléphant. Excellent. Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Commencer la maison par la cheminée. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Mettre un truc sans queue ni tête, mettre la charrue avant les bœufs. Ah ouais. Bah ouais. Coucou. Vous êtes prêts, les amis de la régie? Sourions nos nuit d'amour, oh nuit d'amour. Le réal et l'ingé son se cassent. Est-ce qu'on peut être accusé d'un crime commis dans l'espace? Oui. Non. C'est un crime sans gravité. Faire un nœud à une goutte d'eau. Non, mais on avait compris. T'es pas obligé de Au cas mimer. où, je sais pas. Est-ce que vous êtes fatigué, Emmanuel? Est-ce que Mais vous avez jamais, la quand je suis ici, c'est rêve? moi, c'est ma scène à On moi. n'est pas fatigué. C'est ça qu'il fallait répondre. Bref. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. Dis-moi, Thomas, si tu as 15 bonbons et qu'André t'en prend 5, tu en as combien? À 10. Non, 15 et un cadavre. Ouais, je vous laisse gérer. Allez, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Je sais pas vous, moi j'étais pas très bonne en physique-chimie. On va passer rapidement. Voilà. Continuez. C'est le fou rire, c'est le cauchemar. C'est terrible. On est donc au XVIIe siècle. Oui, on est au XVIIe siècle, Mazarin. C'est terrible. Ah,
Pensez à un petit dessert pratique, une semoule au lait, Riz au un lait. riz au lait, voilà. Ah, ça j'adore. Exactement. Ah, vous voyez, quand vous voulez, on arrive à se mettre d'accord. In italiano, c'est... Exactamento. Papato italiano, primera lingua. Scusi. Mimi Cracra, le sexe, on s'en bat l'œil, complètement. Mais alors là, sur la naissance, les filles... Bon, bref. On va se prendre un avertissement de l'ARCOM. Non, on peut continuer. Le papa, il a besoin de recevoir des cadeaux pour comprendre que sa femme l'aime et que... C'est un excellent exemple, Lénaïque. Voilà. J'ai mangé au McDo hier. Oups, faut pas le dire, faut pas le dire. Ah, bah, y a les marques. Merci beaucoup Ah oui, c'est vrai. pour cette petite récré mignonnerie. Vous auriez pu manger chez Burger King ou ailleurs. Tout à Hop, fait. on en cite plusieurs comme Ouais. ça. Chez KFC, que sais-je. Parce que c'est le festival du gras. Joyeux anniversaire. moi-même. Et comme tous les vendredis, on est un vendredi. On vous souhaite le meilleur, on vous adore, vous êtes le meilleur. Alors, il y a le baiser d'Auguste Renoir, très connu aussi, qui Rodin. représente d'Auguste Rodin et pas Je dis Renoir, bien collectif sûr. pour quotidien Oui, en même temps. C'est le jour des c'est le lapsus. jour. C'est Rodin, comme ça. eh bien Il y a des sûr. jours, aujourd'hui, c'est lapsus dans la Le quotidienne. baiser. C'est le lundi. Regardez dans votre dos. Vous Je avez vais pas voir dans mon dos. Eh ben regardez, montrez à la caméra. Il y a un Non. poisson d'avril, je vous ai piégé. Non. Marine Plantec. Non. Ce crime ne restera pas impuni. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Et là, vous pouvez rajouter et aux autres. Sauf que Narcisse, il s'en moquait comme de Colin Tampon, parce qu'il y avait qu'une seule chose. C'est pas mal celle-là. J'aime bien moi comme de Colin Tampon. Tu t'en as pas une comme ça? Une phrase? Une phrase Ouais. J'aime bien quand vous faites l'émission, pour moi, c'est un roman. Oh là là. Ok, mais je suis en train d'écrire mon spectacle. Voilà. Yes. Et dans ce spectacle, j'aimerais chanter. Eh ben, j'espère bien que vous accepterez de venir en parler dans la quotidienne. Quand Mais même. avec grand plaisir. Je fais un vœu. Allez, je le dis pas pour qu'il se réalise, mais ça a à voir avec la longévité de cette émission. Merci beaucoup à toutes et à tous dans cette émission, à Marine Plantec pour ce montage. Emma, la fin a un peu cramé ce que je voulais dire. On vous voit beaucoup et on a bien raison, et parce que vous allez nous manquer. Bah, mais Vous nous manquez déjà. C'est vous qui allez Mais non, on va me arrêter. manquer. Ah, c'était Des formidable. mouchoirs. Oui, ça. attendez. Merci Nora. Ne vous embête pas de prendre le relais pour cette dernière émission, vous la connaissez bien après tout. Grand oral, Nora Boisoni. Se nourrir est une manière de construire son identité régionale, sociale, familiale, un acte à la fois individuel et collectif, un moyen de montrer son appartenance à un groupe ou au contraire de se différencier. Cela n'échappe pas aux stéréotypes de classe, de race et de genre, écrit Nora Boisoni dans Stexisme. C'est aux éditions Nourriture Fu. Et on en parle aujourd'hui. Il y a un deuxième domaine dans lequel on a beaucoup croisé la nourriture cette année dans l'émission, c'est celui du rapport au regard des autres et toutes les injonctions qui, là encore, ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes quand il s'agit de nourriture. Non, alors pour les femmes, on se sent surveillé depuis qu'on est petite. En fait, on nous apprend que notre corps ne nous appartient pas, il appartient au regard des autres, notamment au regard des hommes. Il doit être désirable, il doit être mince, il doit être blanc quand même. Il doit rentrer dans un moule, rentrer dans une cascade d'injonctions contradictoires souvent, et notamment celui de la minceur. Quant aux hommes, la minceur évidemment est aussi désirée et désirable, mais ils ont le droit d'avoir un peu plus un corps que les femmes, d'être un peu plus présents, musclés, etc. Donc on subit différentes injonctions. En revanche, on voit bien aujourd'hui que les troubles du comportement alimentaire, par exemple, notamment l'anorexie, concernent largement les filles. Beaucoup moins les garçons. Alors, il y a aussi peut-être une difficulté à diagnostiquer les garçons, puisque pour les filles, ça passe par une absence de règles aménorrhée, une perte de poids quand même très très radicale. Elles ne mangent plus. Les garçons, ça passe par souvent beaucoup de sport. Donc ça inquiète moins les familles en fait. Ouais, pour ou en un tout cas garçon moins vite. qui va peut-être se muscler, manger beaucoup, puisqu'il compense. Mais comme ça, mais effectivement, avec les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup plus de garçons maintenant qui se sentent sous pression par rapport aux injonctions corporelles. Vous dites, on nous apprend. Qui nous apprend? C'est les parents, c'est l'école, c'est le marketing, ça ne peut pas se renverser parce que sur Soul TV, on croit à l'éducation, on croit que les choses peuvent aller mieux. On est un peu dingue pour ça, mais enfin bon, bref, on a cet optimisme. Bah, j'y crois aussi, sinon je n'écrirais pas des livres. En essayant de m'emparer de ce sujet pour dire aux gens, mais on peut changer quelque chose. Alors oui, l'école, la société, les parents, moi j'ai des jeunes filles et des femmes qui me disent soit, bon, bah moi j'ai une fille, un garçon, et je me rends compte que je sers davantage mon fils que ma fille, que je surveille davantage ma fille que mon fils. Ils mangent plus les garçons d'ailleurs. Alors les garçons mangent plus les plus, chiffres, vous les avez donnés. Mais les garçons mangent. Si, c'est ça, l'apport énergétique beaucoup total, 10% plus élevé chez les petits garçons, Voilà. 17% chez les ados, et 38% chez les hommes Ce qui est adultes, énorme. par En rapport aux fait, femmes. les garçons n'ont pas à manger autant
pour avoir leurs calories journalières, en fait. Sur les injonctions, je voulais juste revenir sur la cantine, parce que c'est aussi un problème chez les adultes comme chez les enfants. Moi, j'ai des femmes qui me racontent le regard des collègues sur ce qu'elles mettent sur leur plateau, ou bien celles qui amènent leur repas déjà préparé. À la cantine aussi, il y a ce problème-là, et on voit que les filles vont se restreindre très très vite, puisque d'après l'étude INCA3, donc sur les consommations individuelles en France, faite par l'ANSES, donc l'Agence de sécurité sanitaire, etc., en France d'alimentation, donc c'est une étude officielle. La dernière date de 2017, donc on a tous les chiffres, on sait comment les Français et les Françaises mangent, et on voit bien que les régimes alimentaires changent dès l'âge de 11 ans. Jusqu'à 11 ans, les petits garçons et petites mangent pareil, et à 11 ans, on retrouve ce qu'on va retrouver comme tendance générale jusqu'à l'âge adulte et après l'âge adulte. Les femmes qui mangent aussi quand elles se sentent mal, il y a la question dans cette étude, grossir c'est, point de suspension, 53,4% des femmes interrogées répondent quand je déprime, 47,8% quand j'ai des problèmes affectifs. Et ça, les hommes ne répondent pas du tout. Ça commence pareil à l'adolescence. C'est ça, et l'alimentation émotionnelle, c'est ça qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. On se souvient tous et toutes de Bridget Jones qui mange sur All By Myself de Céline Dion parce que... Vous voulez me le chanter là, toutes les deux, parce que vous avez une bonne voix. Moi, je n'oserais pas. Moi, c'est Céline Dion, là, on s'attaque quand même à... Mais Bridget Jones qui chante All By Myself, c'était dingue. Ok, j'aurais pas ma chanson. Et en fait, pour la dernière édition. Et effectivement, on a... Alors, il n'y a rien de génétique. Les femmes ne sont pas plus portées sur la nourriture quand elles sont tristes que les hommes, qui, eux, contrairement aux femmes, vont manger davantage quand ils ont un truc à fêter. Quand ils sont contents, ils vont manger. Je suis content, donc je mange, voilà. Mais c'est aussi une représentation culturelle, pop culturelle. C'est des modèles, en fait, qu'on montre. Et donc, quand on est une femme et qu'on a tous ces modèles depuis qu'on est petite, il y a une espèce d'imitation. Et en deux étapes. La première, je voudrais qu'on parle de la Rome antique, parce que vous montrez qu'en fait, cette suralimentation des hommes par rapport aux femmes, ça remonte à l'Antiquité. En fait, c'est... quand je dis vous montrer, c'est pas vous qui l'avez montré. Enfin, vous citez des auteurs qui le montrent. Quand j'étais dans la Rome antique, qu'est-ce qu'on s'amusait Non, en fait, ce qu'on voit, c'est que la nourriture est basée sur des stéréotypes. On voit, par exemple, la viande. Les hommes mangent 3 fois plus de viande que les femmes. Ou 2,5 à 3 fois plus de viande que les femmes. C'est pas naturel, c'est-à-dire que c'est pas inné. Les hommes, n'est-ce pas, avec un goût pour la côtelette d'agneau, les femmes pour de la compote de pommes. On voit que c'est, comme on le disait, une construction culturelle, sociale, etc. Et qu'il y a ce mythe de la barbaque qui concerne davantage les hommes que les femmes. Et on voit que... Cette idée de la force, je mange un truc fort, je vais être plus fort. C'est magique, mais aussi de la prédation. Donc de la supériorité de l'homme avec un petit H sur tout le reste. Les femmes, les animaux, les enfants, les plantes, etc. Et c'est là où on va croiser le réchauffement climatique dans quelques minutes. Mais je voulais quand même faire le point parce que vous citez aussi l'histoire de Françoise Héritier, célèbre anthropologue, qui raconte des souvenirs d'enfance, beaucoup plus récents. On est là au XXe siècle, on n'est plus dans la Rome antique, mais qui raconte aussi cette suralimentation des hommes. Alors, elle raconte ça, mais elle raconte surtout ce que beaucoup de gens racontent dans toutes les sociétés du monde. Elle raconte en vacances chez ses grands-parents en France qu'elle voyait sa grand-mère servir les hommes de la famille, rester debout, attendre que les hommes mangent et manger les restes. Voilà. Ou bien... Curieusement, les meilleurs morceaux étaient partis. Exactement. C'est souvent ça dans plein de sociétés. Les hommes vont s'accaparer les meilleurs morceaux sur tous les continents, à toutes les époques. Ça se passe encore aujourd'hui. Et on laisse aux femmes les aliments de moins bonne qualité, notamment la viande moins nutritive, ce qui mène, on parle de la Rome antique, à des carences. On a des infos sur des squelettes de femmes qui sont anémiées. Donc, ce qui est important de dire, c'est que ces stéréotypes-là, ils ont une conséquence sur la santé. Des femmes qui sont carencées sont des femmes qui ont des problèmes de santé elles-mêmes, certes, mais qui peuvent avoir plus de fausses couches et avoir des fœtus qui vont être mal formés, des bébés qui vont avoir des retards. Donc ça a des vraies conséquences aussi sur nos corps et nos santé. Et des conséquences, on l'a dit il y a quelques secondes et on va en reparler juste après, sur le climat. Mais malgré les conséquences pour l'environnement et la santé d'un régime hyper carné, je cite toujours Nora Boisoni, malgré les bénéfices d'une alimentation plus végétale, les hommes semblent réfractaires. Non, vous avez écrit les hommes sont réfractaires au changement. On reprend juste après la récré et on se retrouve, Emma Guessel. Bonjour Emma. Bonjour Emmanuel. Vous avez séché l'anti-sèche ? Ouais. J'ai pas séché la récré. D'accord. Et je ne sais pas ce qui passe. Et oui. Comme assez souvent, finalement, dans l'heure de la récré au cours de l'année, Emmanuel, c'est vrai qu'il m'est arrivé, de très rares fois quand même, sachons raison garder, de mettre mes textes au dernier moment. Et vous ne m'en avez jamais vraiment voulu. Ils sont très bons vos textes. Voilà, et je crois que vous me faisiez confiance. Absolument. Et pour cela, là, je ne sais pas trop. Et non, et cette heure de la récré, j'aimerais vous la dédier. Et en profiter, pour vous dire merci pour toute cette saison. Parce que d'habitude, c'est vous qui le faites. C'est vous qui créez des moments uniques avec les invités que vous recevez. Combien de fois j'ai été scotchée et émue souvent par votre manière d'introduire une interview, l'art du bon mot, du mot juste, de la finesse, de l'humour. Je n'ai jamais attendu autant les intros et les outros d'un journaliste dans une émission.
Le tout avec ce rythme et ce phrasé bien à vous, l'œil pétillant dans lequel on décèle souvent une innocence presque enfantine qui fait tellement de bien dans notre métier. Sans oublier, et il faut absolument en parler, une culture générale vraiment hors norme, comme si c'était simple, comme si c'était évident et de la manière la plus humble qui soit en plus. Si vous saviez aussi le nombre de fois où j'ai regardé cette caméra, Emmanuel, pendant vos interviews, parce que je savais que j'étais pas filmée et que Marine me regardait pour lancer un regard, mais comment il s'est dit ça? Il y avait des trucs tellement pointus parfois, à peine le temps de penser, oh c'est vache ce qui lui sort l'invité en termes de rêve, qu'Emmanuel a déjà repris évidemment la rêve, il l'a, et même il rebondit. Il y a plein de petites choses insoupçonnées qui vont me manquer, comme cette manière que vous avez d'accueillir les invités en disant, alors j'ai vaguement thématisé notre échange, l'émission s'appelle La Quotidienne parce qu'on passe tous les jours et je dis selon les jours que ça raconte l'école au quotidien, l'éducation au quotidien, bref. Je fais jamais ça, Nora, tout le je temps. ne fais pas. L'émission est découpée en plusieurs parties et la plus grande étant le grand oral, c'est vous. Voilà, donc ça va me manquer. Un autre merci parce que pendant vos interviews, j'étais comme devant ma télé, j'ai énormément appris, j'ai beaucoup écouté, je vous ai beaucoup admiré. C'était un privilège pour moi de pouvoir venir faire des chroniques dans votre émission. J'en profite pour remercier Marine Plantec en régie qui a été d'un soutien fou cette année, qui m'a toujours fait confiance. J'ai aussi une liberté folle pour tout. Je savais que pour n'importe quel thème un peu loufoque de l'heure de la récré, vous seriez avec moi. On a appris plein de choses aussi, j'espère, dans l'anti-sèche. 195 anti-sèches, 195 récré, j'ai compté. On a chanté, spécialité de la maison. On a ri, on s'est beaucoup amusé. Et pour tout cela, un sincère, immense merci. J'ai été fière de travailler avec vous et je souhaite déjà une très longue vie à la quotidienne de School TV et à mes successeurs de prendre au moins autant de plaisir que j'ai eu à faire cette émission et à travailler avec vous. Je suis censée faire une émission après? Mais oui. Eh ben, c'est pas sympa du tout. Hein, voilà, elles ont réussi parce que leur grand jeu à elle et à Marine, c'est d'essayer à un moment de me faire perdre le fil ou des trucs comme ça. Ouais. Emma, merci mille fois. Mais enfin, tout ça a été très facile avec une journaliste comme vous. Merci beaucoup. Voilà, tapis roulant. Et c'est pas du tout vrai que je dis aux invités, si je l'ai encore fait là, j'ai vaguement thématisé. Mais regardez-moi comme ça, moi je suis pas. Merci à toute l'équipe, à Marine notamment, je vous le redirai en fin d'émission. Merci surtout à vous toutes et à vous tous qui nous suivez, qui nous faites confiance, aussi bien sur Internet désormais que sur Free et sur Orange. On enchaîne, grand oral. On ne dit pas fort comme une fourmi alors qu'elle peut soulever jusqu'à 1000 fois son poids, mais plutôt fort comme un bœuf. C'est zéro culture G, Emma. Hein. J'ai juste lu le bouquin, je lis, tout est écrit là. Voilà. C'est du copier-coller, quoi. Ah, absolument. La domination du régime carné, Nora, à part en Inde, elle est universelle. C'est un dogme qui domine. C'est le dogme carniste dans tous les pays du monde. Ce qu'on voit surtout, c'est que la part des végétariens, elle est quand même assez faible. En France, on n'a pas d'études vraiment fiables. Vous donnez des chiffres super faibles qui m'ont étonné par rapport à la... Alors, ils sont très faibles à la présence dans le discours, on va dire. En fait, c'est ça. C'est que, comme d'habitude, il y en a qui crient à la fin de la viande, ceux qui veulent nous empêcher de manger en rond. Bon, alors c'est quand même une infime minorité, les gens qui sont végétariens, végétariennes. Mais surtout, c'est pas fiable parce que quand on demande aux gens en France, êtes-vous végétarien? Ah oui, je suis végétarien. Ok, est-ce que vous mangez du poisson? Oui. Ah, alors en fait, c'est pas végétarien. Donc c'est compliqué. Mais on va dire qu'il y a 3-4% de végétariens autodéclarés en France. Et comme dans tous les pays du monde, l'immense majorité de cette partie-là, ce sont des femmes. Encore une fois, c'est pas inné. Hein. On ne se dit pas qu'on n'a pas d'éducation quand même là aussi pour les animaux plus que quand on est. C'est une question d'éducation aussi. Donc effectivement, ce dogme est présent dans tous les pays et dans tous les pays, même tendance, les femmes sont plus végé que les hommes. Et d'ailleurs, on le voit dès l'âge de 11. Entre 11 et 17 ans, où, on le sait dans l'étude 1K3, les filles vont avoir tendance 4 fois plus que les garçons à manger déjà des substituts à la viande, notamment à base de soja. Des filles qui mangent également, quand elles mangent de la viande, moins de viande rouge que les garçons, par exemple. Elles sont plus poulet. Oui, voilà. C'est ça. Et pareil, dès l'âge de 11 ans, on voit la différence. Alors, il y a une morale de l'histoire qui est quand même parfaite pour cette chaîne, c'est que tout est question d'éducation, ça commence tôt. Vous avez participé à une aventure, on avait reçu d'ailleurs Camille Labro ici même, qui avait créé l'école comestible. Donc il y a des dispositifs comme ça dont vous avez pu voir les effets. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point il y a un manque d'éducation culinaire en France. Et la chef Chloé Charles, qui fait partie de l'école comestible aussi, qui est un des piliers de l'association, je l'ai interviewée, puis elle disait pourquoi est-ce qu'on a des cours de techno, d'histoire et de géo, et pas des cours d'éducation culinaire, en fait. C'est vrai que, contrairement au jardinage, c'est super. Hein, il y a eu ça, je pense, dans le très ancien temps, mais c'était pour faire de la bonne ménagère. Alors, c'était des cours d'économie domestique, on appelait ça, pour que les femmes mais il y avait des recettes. On m'avait offert un jour un petit bouquin. C'était tenir un budget, comment bien nourrir son siècle, mari. mais il y avait la recette de la blanquette quand même.
Voilà, mais on pourrait faire la même chose, mais pour tout le monde. Enfin, on pourrait venir à ces cours-là qui sont littéralement des cours de comment on vit quand on est adulte. Comment on voit tellement de garçons et d'hommes qui ne savent pas coudre un bouton ni se nourrir sans ouvrir un croque-monsieur en boîte, que ce serait quand même pas mal de refaire un petit peu des choses pratiques, parce que se nourrir, je parlais de jardinage, contrairement au jardinage, c'est chouette, hein, c'est accessoire le jardinage, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Se nourrir, savoir se nourrir correctement, c'est vital. Et dans les conseils aussi, donc s'éduquer, mais aussi ne pas passer sa vie sur les réseaux sociaux. Vous l'avez mentionné à un moment donné dans l'interview, en disant typiquement que les garçons qui semblaient échapper plutôt à cette injonction à la minceur, à cette injonction au corps parfait, commençaient à en être l'objet comme les femmes le sont depuis bien longtemps, parce qu'avec Instagram, tout change. Qui est, on le sait, le pire réseau pour la confiance en soi. Il y a des études qui montrent ça. En fait, nous, les femmes, ou les personnes socialisées comme des filles ou des femmes, on voit, depuis qu'on est petite, des corps de femmes partout, nus ou à moitié, sexualisés, objectifiés. On nous parle de minceur à longueur de journée. Je raconte dans mon premier livre l'anecdote qui s'appelle Féminisme, chez Nourriture fut toujours en 2017. Et je raconte la boulangère, j'avais 8 ans, je vais acheter une baguette de pain et avec la monnaie, je m'achète un pain au chocolat. Et elle me dit, 3 minutes dans la bouche, 3 ans sur les fesses. J'ai 8 ans. Et en plus, alors ça n'excuse pas, mais j'étais pas une gamine spécialement boulotte ni rien. Donc c'est-à-dire que, en fait, même si vous correspondez au canon, au diktat, etc., vous avez toujours ça qui pèse. C'est de ça dont je parlais au début sur le contrôle des corps. Mais les choses bougent pas quand même un tout petit peu. Pensons à cette émission. Ce week-end, il se trouve que j'ai fait les boutiques. Et il y avait une grande chaîne d'ailleurs, hein, et il y avait une publicité rayon sous-vêtements féminins avec plusieurs femmes qui étaient prises en photographie. Et pour le coup, il y avait toutes les morphologies. Et je me suis dit, tiens, voilà, finalement, il n'y a pas d'injonction. Soit ils veulent savoir qu'ils vendent des tailles. En fait, un magasin qui va jusqu'au 44, on ne va pas le féliciter, en fait. La morphologie française, du 40 en moyenne, voire du 42. Donc, il y a deux choses. Il y a un discours qui pourrait être assimilé au féminist washing, comme le greenwashing des grandes entreprises. Donc, il va instrumentaliser ces discours féministes, body positive, inclusivité pour vendre davantage, avoir une super bonne image. En attendant, vous regardez jusqu'à quelle taille ils vont vraiment. Vous regardez. Je ne suis pas allé regarder. Voilà, c'est ça en fait. J'enquêterai pour l'année prochaine parce que Nora, elle est déjà venue 2 fois dans l'émission et vous allez revenir en octobre prochain parce qu'après Stexisme, j'ai réussi. Il y a un livre secret qui sort en octobre. Dont on ne va pas donner le titre. Non, on n'a pas le temps. Le livre secret de Nora Boisoni. Rendez-vous en octobre. Ting tong, ting tong. Emma, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier aussi merveilleusement que vous l'avez fait il y a quelques instants. Et c'est Célie qui va nous rejoindre puisqu'on est vendredi et c'est la librairie. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie et derrière ces portes, il y a Célie avant les vacances. Vous restez ouverte d'ailleurs pendant les vacances ? Bien sûr. La librairie des enfants, Paris, 17e arrondissement, rue de Lévis. Exactement, oui. On va peut-être fermer 5 jours peut-être en août. Allez, on va Super. C'est tout. En revanche, ici, on ferme pour l'été. On se retrouvera fin août, début septembre avec vous. Et donc, 3 bouquins à glisser dans les valises des enfants. Exactement. On commence avec les tout petits de Magali Bognol et Sylvie Misselin. Je veux voir la mer et c'est à l'école des loisirs. Exactement. Je veux voir la mer, illustrée par Magali Bognol. Alors, vous la connaissez toutes et tous car c'est la maman de Cornebidouille. Mais bien avant, et ben voilà. C'est Cornebidouille. Donc j'ai été chercher un petit album caché avec un tout petit garçon qui s'occupe d'un tout petit arbre. Et un jour, l'arbre lui dit « S'il te plaît, chante-moi la chanson du petit navire, emmène-moi voir la mer. » Il va le mettre dans une petite boîte, dans une brouette, un petit pot, et ils vont partir. Essayer de voir la mer. Et si on n'y arrive pas, tant pis, demain. Album plein de sensibilité, comme beaucoup des albums que vous proposez pour les petits. Pour les un peu plus grands, on est sur quel âge là d'ailleurs ? 8-12 ans. Et ben voilà. Le secret d'Iliana de Jean-Luc Marcastel, c'est chez Didier Jeunesse. Voilà, alors sincèrement, je l'ai lu hier soir d'une traite, une merveille. Cassandre est envoyée dans le Cantal pour les vacances. Pas de réseau, pas d'amis, ça va être la catastrophe. Elle a 13 ans en plus. Voilà, et oui, mais non, avec Jean-Luc Marcastel, on bascule dans l'histoire. Mélange de Seconde Guerre mondiale, roman historique, fantasy, et elle va faire la connaissance d'Iliana, une jeune fille juive cachée dans un château, et elle va l'aider. Peut-être. Ouais, je spoil pas tellement parce que c'est sur la couverture du livre, on voit un officier allemand, donc elle se retrouve propulsée en 1944. Exactement, mais c'est super. On termine avec une romancière que j'aime beaucoup, Anne Loyer, Celle que je suis, c'est chez Slalom, et là on est pour les ados. Oui, les grands ados, fin de collège, minimum, parce qu'il aborde énormément de sujets. Malgré la couverture un peu girly, c'est pour toutes
et tous les ados, l'histoire de Anoki, une jeune fille de 16 ans qui a toujours vécu dans un contexte familial assez sympathique. Elle a des parents aimants, elle poursuit des études, mais le jour du mariage de son frère va provoquer une prise de conscience. Sa belle-sœur est diplômée, elle a eu son diplôme d'infirmière, mais non, ton métier, tes études, ce n'est pas pour être indépendante, c'est pour trouver un bon mari. Et ça se passe en Inde, ça se passe à New Delhi. Exactement. Vous connaissez ? Non, pas du tout. En Inde encore aujourd'hui, une être fille reste un handicap. C'est des sujets pour vous, ça ? Absolument. Enfin, en fait, c'est des sujets pour tout le monde. Hein. Allez, c'est des sujets. Je me le garde, tiens, celui-là. Cadeau. Allez, c'est la fin d'année. Célie, merci beaucoup. Merci aussi pour tous ces merveilleux conseils de lecture qui ont été distillés au fil de l'année. Nous, on se revoit en octobre pour le livre Mystère de Nora Boisoni. Avec plaisir. J'en profite pour remercier de tout cœur toute l'équipe de l'émission. Emma qui nous a quittés il y a quelques instants mais qui était en plateau. Évidemment Célie, toutes les chroniqueuses de l'émission. Et puis au maquillage Laure Audemont. En régie Marine Plantec qui prépare ces émissions. Elle était assistée aujourd'hui par Emma Frary. On a une petite pensée amicale aussi pour Dylan Coller qui était notre super stagiaire pendant plusieurs mois. Au son, c'était aujourd'hui Héloïse Merlin. À la réalisation, Raphaël Morel. On se retrouve à la rentrée. Bel été à toutes et à tous. Vous restez évidemment jusqu'à la fin de la journée et tout l'été sur School TV, il y aura des rediffs. Et si on vous manque, vous retrouvez la quotidienne H24 sur Internet et sur les réseaux sociaux.